Alors là, on va passer à l'étalonnage. Bon, il y a tellement à en dire que dans un premier temps, on va essayer d'avoir une première approche plutôt axée sur la manipulation. Donc je vais aller dans l'onglet étalonnage et de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, parce que concernant le 8 bits, 10 bits, 12 bits, 14 bits, concernant si c'est un log, si c'est de l'HDR, etc., il y aurait tellement à voir, et je vous renvoie vraiment à mon livre sur le sous-échantillonnage de chrominance, la profondeur de couleur, l'encodage, parce que tout ça, ça va être lié. Et effectivement, tout ça, ça va se paramétrer d'une certaine façon, en lien avec vos rushs, mais aussi en lien avec l'écran que vous possédez. C'est tellement énorme que voilà, il faut tout de suite le prendre en compte. Il faut aussi bien dissocier deux choses. Par défaut, aujourd'hui, on appelle étalonnage. Il faut bien distinguer étalonnage et correction colorimétrique. Correction colorimétrique, c'est-à-dire qu'on va travailler sur un plan et on va changer effectivement toute sa colorimétrie, la modifier, ajuster les contrastes, etc. L'étalonnage, c'est surtout en fait qu'on va essayer de se dire, bah tiens, cette scène, si je la regarde, effectivement, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit en fait que ici, on sent que bon, il y a du soleil, on voit qu'il y a des ombres assez marquées ici, mais on sent quand même que c'était finalement, il y avait un côté assez nuageux. Donc, ça nous donne des informations. Et puis finalement, on a peut-être commencé cette scène à 10 h du matin, mais entre-temps, hop, on voit que la météo, elle a pu changer. Et puis effectivement, on va regarder et se dire, bah, l'étalonnage, qu'est-ce que c'est? C'est rééquilibrer en termes de niveau de luminosité, de contraste et de puissance, plutôt de saturation de couleur, ce qui passe d'un plan à un autre. Parce qu'ici, peut-être qu'on a un peu moins de contraste que celui-ci. Ici, on a peut-être un peu plus de luminosité que celui-ci. Ici, on a peut-être un peu plus de colorimétrie et de température de couleur plutôt chaude qu'ici. Et effectivement, il va falloir tout rééquilibrer. Ça, c'est ce qu'on appelle effectivement faire de l'étalonnage. Maintenant, étalonnage et colorimétrie, ça va ensemble, donc par défaut, on appelle ça faire de l'étalonnage. Mais c'est important de bien savoir parce que dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est effectivement de l'étalonnage, effectivement équilibré d'un plan à un autre pour avoir une homogénéité de, c'était pas très français ce que j'ai dit, mais de raccord de plan. Et puis après, effectivement, on va y donner une ambiance de couleur pour donner le ton. Par exemple, je pourrais y donner un ton très chaud. Et là, je pourrais éventuellement mettre ce qu'on peut appeler un LUT, c'est-à-dire que c'est une correction colorimétrique globale sur la totalité en fait de la séquence. Donc il faut bien essayer de dissocier ça. Et tout ça, c'est aussi en lien, donc si je vais dans Fichier, paramètres du projet, c'est dans votre monitor vidéo. Pourquoi? Parce que ici, en fait, le monitor, donc votre écran, il va falloir le paramétrer. Alors, je vais éviter de trop vous faire peur, mais on voit qu'il y a tout un tas d'informations. On peut avoir en fait un sous-échantillonnage de chrominance, une config SDI, un niveau en vidéo ou en full, de la profondeur de 8 bits ou 10 bits, ce qui va être, donc on a effectivement un profil colorimétrique, mais pour la matrice en SDD, voilà. Alors tout ça, c'est quand même vraiment en lien avec effectivement du gros matériel. Pour beaucoup, on utilise un écran, un monitor en fait 8 bits. Faut vraiment, et ça j'insiste, faites attention à ça. Les écrans grand public d'ordinateur, que ce soit un écran qu'on achète ou sur un PC portable, les écrans grand public, c'est principalement du 8 bits, autrement dit un peu plus de 16 millions de couleurs sur le R, le V, le B, donc à 256 de valeur, comme on a vu au tout début. Et je vous renvoie à mon livre sur la profondeur de couleur. Là, j'insiste dessus parce que, effectivement, on pourrait se dire, ah, je vais mettre du 10 bits. Là, on passe à un peu plus d'un milliard de couleurs. C'est du 1024 par 1024 par 1024 sur le fameux rouge, vert, bleu.
Mais est-ce que votre écran permet en fait d'afficher du 10 bits? Bon, en général, les écrans à 10 bits, si vous allez voir sur Google, c'est des écrans qui valent minimum 1500 euros, quoi. C'est vraiment des gros écrans. Faut compter à peu près un super écran 10 bits, faut compter dans les 2000 euros juste l'écran. Donc voilà, en général, sur le grand public, c'est du 8 bits. Donc ici, notre monitoring, on peut balancer du 8 bits, peu importe. Mais voilà, sans trop rentrer dans la théorie dans un premier temps pour éviter de faire trop peur, tout ça, c'est quelque chose qui va vraiment être important par la suite si vous voulez pousser l'étalonnage à comprendre. Dans un premier temps, on va voir juste les premières choses. Parce qu'ici, on voit que je pars de 0, je peux m'arrêter en fait à 4095, mais on voit en fait que je peux avoir accès à d'autres options. Si je clique sur ces options, on voit que j'ai un niveau supérieur, on voit que j'ai tout un tas de paramètres, on voit qu'ici en fait j'ai des formes d'ondes, je peux faire du 10 bits, je peux faire du 12 bits, si je balance du 10 bits, on voit que ça change. On repasse bien à 1024 parce qu'on part de 0, donc on met 1023, mais si on part de 1, on arrive bien à 1024. Bon, tout ça, voilà, il faut faire attention. Ça, c'était la mise en bouche. Maintenant, dans un premier temps, on va regarder comment ça fonctionne. Donc, je vous passe effectivement l'art et la manière de regarder parce que je vous l'ai présenté dans la vidéo concernant l'interface. Donc, l'étalonnage ici fonctionne sur un système nodal, c'est-à-dire qu'on va venir faire des petites connexions de nœuds pour pouvoir attribuer différentes corrections colorimétriques. C'est-à-dire que, en gros, si je remets ici les plans, je ne vous explique pas, je vous l'ai assez expliqué dans la vidéo concernant l'interface, je vais venir travailler par exemple sur celui-ci. Ici, j'ai tout un tas en fait d'options qui vont me permettre effectivement de venir travailler sur la correction colorimétrique. Donc ici, par exemple, caméra RAW, et ici, correspondance de couleurs. Les deux, pour le moment, on ne va pas s'y intéresser parce que ça, c'est vraiment quand on travaille sur des fichiers RAW ou alors aussi pour faire correspondre une charte de gris ou une charte de couleurs quand on fait effectivement des prises de vue et on met un fameux checkerboard en fait avec les différentes petites couleurs sur notre nuancier. Pour le moment, ça, on ne va pas le voir. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de rester sur des corrections primaires ici. Donc, lift, gamma, gain, offset. On va vraiment rester sur du primaire. On va venir jouer avec effectivement tout ce qui va concerner donc les températures de couleur. Donc je vous renvoie à mon livre en fait concernant les températures de couleur. Donc là c'est plus sur la section éclairage. Les teintes, les contrastes, on a le boost, les basses lumières, donc ce qui va correspondre aux zones sombres, les hautes lumières, etc., etc. On verra aussi que on a la mire de barre de couleur, on va pouvoir l'afficher comme ça. On a les roues des logs, alors là ça change un petit peu la donne. On va travailler de la même manière, mais en soi c'est vrai que si on travaille avec par exemple ce qu'on appelle du log, c'est-à-dire que ce sont des plans qui sont très décontrastés, qui sont très laiteux pour pouvoir travailler de façon un peu plus poussée notre étalonnage. Bon, ici, je peux réinitialiser. Et puis, on va jouer aussi avec nos courbes et puis éventuellement la déformation de couleur. Voilà. Donc, principalement, pour débuter, on va venir travailler avec toutes ces choses. Alors, ce que je pourrais faire, par exemple, c'est de se dire, ici, je sélectionne ça. Alors, on a un input et un output. Si je déconnecte ici, en fait, rien ne va fonctionner quand je vais attribuer effectivement un étalonnage parce qu'il faut que je me connecte en output. Donc, il suffit juste de maintenir et de tirer et de le connecter. Donc, ici, pareil, il faudrait que je connecte en entrée. Donc le vert c'est pour le canal RVB et le bleu, on le verra plus tard, c'est pour le canal alpha quand on travaillera sur des modes un peu plus spécifiques. Ici par défaut j'ai un nœud.
Donc effectivement, si je change la correction de température, par exemple, bah, on voit ici que j'ai une petite icône, et si je regarde, il me dit balance primaire. Ok, bah, je suis dans les corrections primaires. Si je joue avec le contraste, qu'est-ce qu'il me dit? Je vois que j'ai une deuxième icône, et il me dit balance primaire, étalonnage log. Ok, je regarde ici, c'est la même chose. Je peux faire ça, je peux travailler ici, et je regarde, et il me dit offset primaire. Mais ce qui est difficile, c'est de se dire, oui, mais qui fait quoi là-dedans? Parce que si j'ai envie de retoucher, et on imagine que je fais, par exemple, un travail assez élaboré, par exemple, où je vais alors là, je fais vraiment n'importe quoi, mais c'est juste pour vous montrer, voilà, les différentes choses. Je bidouille un peu n'importe quoi. Hop, comme ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais me mettre comme ça. Hop, ça, je vais cliquer ici, je vais faire ça. Voilà, et on dit que ça, c'est génial, c'est ce que je veux, bon, même si c'est très moche. Mais en gros, mais finalement, je me dis, ouais, mais alors, qui a fait quoi là-dedans et qu'est-ce que je peux remodifier? En fait, c'est tout de suite le bordel, et c'est là l'intérêt du nœud. Parce qu'on se dit, bah ouais, mais où je veux retoucher en fait pour savoir qui a fait quoi. Donc ce que je vais faire clic droit, réinitialiser le nœud, et je vais vous montrer moi ma méthode de travail. Donc déjà, je vais faire plus d'espace ici, voilà, hop, plus d'espace ici, comme ça, et je vais me mettre comme ça, je vais, voilà, tout réinitialiser, sinon, voilà, réinitialiser le nœud. Ce que j'aime faire en fait, c'est cette combinaison. J'aime bien déjà tout de suite venir mettre la couleur de mon premier nœud en orange. Ici j'ai une barre orange, et tout de suite je mets changer le libellé, et ça j'écris toujours, mais ça c'est propre à ma façon de travailler, rush orig. Je peux venir zoomer ici, et ça me permet en fait avec la molette du milieu de me déplacer. On voit ici ça s'affiche. Voilà, hop, voilà, comme ça. Donc rush orig, en fait, ça j'y touche jamais. Voilà, je ne mets jamais d'étalonnage. C'est mon origine. Maintenant, si je fais un clic droit ici sur le nœud en question, je vois qu'il y a marqué ajouter un nœud. Et ici, je peux mettre un nœud correcteur en série, un nœud avant, un nœud en parallèle, etc. Je peux venir en fait choisir des espaces colorimétriques, autrement dit comme des luttes. Si par exemple, je sais pas, j'ai envie de faire ça, je viens choisir un lutte. Alors, il faudrait effectivement que je puisse vous montrer par la suite. Alors déjà, on va faire ça. Comment ça fonctionne, mais pour le moment, on va pas passer ici. Mes luttes sont ici, en plus, je me suis trompé. On voit que je peux ajouter tout un tas de choses. Mais si je clique aussi dans le vide, je peux ajouter un nœud. Donc on va se dire à quoi ça sert. Donc dans un premier temps, pour éviter de trop vous embrouiller et d'y aller pas à pas dans les fondamentaux, ici j'ai mon rush orig. Je vais faire un clic droit, je vais mettre ajouter un nœud en série. Le nœud en série, en fait, il va se connecter automatiquement. Vous voyez, j'ai mon entrée, rush original, il est connecté en sortie et en entrée, et il repart ici. Et ici, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le libellé, et je mets toujours ma balance de blanc ici. Ma balance de blanc, alors en général j'ai une charte, mais là je prends un cas de figure très ordinaire qu'on voit souvent quand on débute, on n'a pas de charte. Donc du coup, on va essayer de le faire en manuel, autrement dit à la pipette. C'est-à-dire qu'ici je vais travailler que la balance de blanc. Ma balance de blanc, elle se trouve soit en automatique, ici, balance auto, je clique sur balance auto, et je regarde ce que ça donne, si ça me plaît ou pas. Donc ici, ça y est, il vient effectivement maintenant de me refaire une balance des blancs automatique. Je peux venir faire un clic droit, réinitialiser le nœud, et je peux le faire sinon avec la pipette de sélection à trouver un blanc. Donc vous voyez, quand je sélectionne ma pipette ici, hop, et je cherche un blanc. Sauf que ici, ça va être difficile parce que j'ai pas de blanc. Bon, je peux essayer de me baser là-dessus. Et je regarde et je me dis, ok, bon, bah finalement, est-ce que je préfère le faire manuellement, sachant que j'ai très peu de blanc, ou est-ce que je préfère lui faire confiance en automatique? Voilà.
Là, je me dis, pour le moment, je vais le laisser en auto. Ce qui concerne les scopes et la parade, etc., je vous apprendrai à savoir comment on visualise ça en lien avec ce qu'on est en train de faire. Pour le moment, on va le mettre de côté. Donc j'ai mis un nœud en série, je me dis ok, pourquoi pas, c'est pas trop mal. Maintenant, je vois effectivement qu'il y a d'autres choses à corriger. Donc je pourrais me dire, allez, je vais venir faire un clic droit sur la balance des blancs, et puis je peux rajouter un nœud en série, éventuellement faire clic droit, changer le libellé, et puis marquer ici contraste, voilà, et venir uniquement toucher les contrastes. Je peux venir un petit peu toucher les contrastes ici, et le pivot va me permettre en fait de rééquilibrer généreusement en fait le contraste. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme si on avait l'ébauche et la finition. En gros, si on veut essayer de comprendre un petit peu comment ça pourrait marcher. Là, je me dis, ok, c'est pas trop mal. Donc, voilà. Donc, alors là, c'est juste parce que ça me perturbait que ce soit affiché en vert. Donc ici, j'ai juste touché le contraste et le pivot. Je pourrais, si j'ai envie, même mettre slash pivot si j'ai envie, hein, comme ça. Voilà. Donc ici, j'ai touché le contraste. Maintenant, si je veux regarder ce que ça donne avant ou après, je peux très bien venir ici faire la touche D. Alors, CTRL D. Voilà, en fonction, comme je disais au début, de votre personnalisation du clavier. Hein. Donc, je peux venir, en fait, avec CTRL D, avant et après, je désactive. Je peux effectivement regarder si il me le propose d'activer ou désactiver si besoin. Donc, maintenant, si je veux prendre les deux, je peux regarder ce que ça donne et je regarde avant et après. Voilà. Maintenant, je peux regarder ici, ignorer les effets d'étalonnage et on voit et je retrouve juste mon rush original. Donc, je vois avant et après. Donc maintenant, je me dis, est-ce que je ferais pas ce coup-ci, donc, alors déjà ça, hop, voilà. Est-ce que je ferais pas un travail concernant, par exemple, la basse lumière et la haute lumière? Donc, je veux les travailler de façon dépendante, c'est-à-dire que je vais faire un clic droit dans le vide, je vais mettre ajouter un nœud de correction, un correcteur. Alors là, je me suis trompé, bien évidemment, chose que je ne voulais pas faire, je viens de le faire. Hop. Et évidemment, en fait, il ne va pas vouloir revenir comme c'était. Alors, j'étais comme ça, et je viens de faire une sacrée bourde. Voilà, ok. Donc, maintenant, ici, on est d'accord, je viens effectivement, clac. Donc, mettre clic droit, ajouter un nœud correcteur. Donc, j'ai deux correcteurs ici. Ici, celui-ci, je vais changer le libellé et je vais mettre haute lumière. Et ici, hop, je vais faire basse lumière. Voilà. Je vais déconnecter ça et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais venir ici travailler sur la haute lumière, ici sur la basse lumière. Ce que je vais faire, c'est que je vais recliquer dans le vide, je vais mettre ajouter un nœud et je vais mettre un mixeur parallèle. Et je vais remettre ça et je vais remettre comme ça. Voilà. Donc maintenant, ici, je ne vais travailler que d'un côté la basse lumière et je vais travailler en fait sur mes basses lumières. Et ici, je clique et je travaille uniquement sur mes hautes lumières. Voilà. Je peux éventuellement peut-être me dire ça peut être intéressant, je sais pas, de travailler autre chose. Et vous voyez, c'est pas parce que j'en ai deux que je peux pas rajouter quelque chose. Par exemple, je pourrais rajouter un nœud ceci ou un nœud cela. Je ferai ça par exemple, et puis ici je reconnecterai automatiquement, vous voyez, hop, si je le mets dans le vide, ça rajoute une entrée. Ou alors il suffirait de faire un clic droit dessus et mettre ajouter une entrée. Et ici, je pourrais renommer ce que je veux et modifier. Maintenant, je pourrais très bien me dire, bon là c'est pas mal, et puis à ce moment-là, ce que je veux faire, donc ici je veux supprimer cette entrée, voilà. Je pourrais éventuellement me dire, bon bah ici, je veux ajouter par exemple un nœud ici.
Donc, je pourrais venir glisser, déposer, hop, et regardez, ça va le raccorder. Je glisse, je dépose sur ma ligne, et dès qu'elle devient jaune, clac, ça veut dire que ça la raccorde. Et ici, je pourrais venir faire changer le libellé, et puis mettre courbe. Voilà. Donc, c'est désactivé, je vais faire un CTRL D pour l'activer. Et ici, je travaillerai que, par exemple, les courbes. Donc, je baisserai ici, je jouerai peut-être un peu comme ça, peut-être encore un peu comme ça, peut-être un peu comme ça, peut-être éventuellement de travailler sur les rouges, un peu comme ça, peut-être baisser un petit peu ici les bleus, etc., etc. Et puis finalement, c'est pas comme si j'avais tout en un bloc où je savais plus ce que j'avais fait. Ici, je me dis, ça, je sais que c'est ma balance de blanc. Ça, je sais que c'est mes contrastes, mes hautes lumières, mes courbes. Et en fait, tout est renommé et je sais qui fait quoi. Et c'est beaucoup plus simple. Alors, c'est plus long, mais on n'a pas à y rechercher exactement qui a fait quoi, à quel moment. Et chaque manipulation que je vais faire, effectivement, je mets un nœud et ça me permet de comprendre un petit peu qui fait quoi. Donc, c'est vraiment important de travailler comme ça. Maintenant, je me dis, bah oui, mais il faut, par exemple, on va dire que ça me plaît, je vais cliquer sur plan, et je me dis, bah ouais, mais maintenant, il faut les appliquer aux autres. Donc, en gros, j'ai effectivement tout ça. Il suffirait effectivement de faire un clic droit et de regarder à chaque fois ce qu'il y a marqué. Et vous voyez, il y a marqué par exemple appliquer l'étalonnage. Et si je regarde ici, en fait, je me dis, hop, et ce qui a marqué appliquer l'étalonnage, on voit que c'est différent. Alors que ici, si je fais clic droit, il y a marqué ici appliquer l'étalonnage, je viens de le voir. Hop, on va reprendre ici, voilà. C'est-à-dire qu'en gros, comment ça marche? Celui-ci, c'est celui qui contient en fait tous ces paramètres. Si je clique ici, je n'ai pas appliqué l'étalonnage. Si je clique ici, je n'ai pas appliqué l'étalonnage. Si par contre, je clique ici et je fais un clic droit sur un autre, j'ai appliqué l'étalonnage. Pourquoi? Parce que en gros, celui-ci qui est coché contient un étalonnage et celui-ci ne contient pas d'étalonnage. Sauf que, étant donné que celui-ci est sélectionné, alors c'est un peu bizarre, hein, je fais un clic droit sur celui-ci et je vais mettre appliquer l'étalonnage. Et finalement, alors en plus je me suis trompé de sens, et finalement, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, effectivement, je viens tout simplement dire cet étalonnage concernant en fait ce plan, je veux que tu t'appliques effectivement sur les autres. Et effectivement, en fait, il viendrait appliquer l'étalonnage sur les autres. Donc, ce que je ferais, c'est éventuellement tous les sélectionner, désélectionner celui-ci, parce que c'est celui-ci, en fait, qui contient l'étalonnage. Donc, je sélectionne tout ça, je ferai effectivement un clic droit et je mettrai appliquer l'étalonnage. Et finalement, si je regarde bien maintenant, effectivement, ils vont tous avoir ce qu'avait effectivement ce plan comme connexion de nœuds. En fait, ça l'appliquait à tous. Et puis maintenant, je pourrais me dire, bon, bah maintenant, c'est très similaire, sauf qu'ici, bah, peut-être que les hautes lumières sont peut-être un peu trop violentes, donc je pourrais éventuellement les baisser. Peut-être que les contrastes, en fait, ils seraient à revoir. Voilà. Et j'essaie de regarder, en fait, alors on verra en lien avec le vecteur scope, mais par exemple, je pourrais me dire, ici, effectivement, on sent quand même que peut-être que les hautes lumières sont peut-être un peu trop violentes, etc., etc., etc. Donc, en fait, je pourrais prendre les hautes lumières et puis me dire, voilà, on sent que c'est un peu violent. Donc, je pourrais faire attention à ça. Donc, vous voyez, c'est toujours un petit peu bizarroïde la façon d'appliquer l'étalonnage aux autres. Donc, en gros, on sélectionne effectivement par clic droit et les autres en se disant, voilà, je veux prendre celui-ci et je mets appliquer. Pourquoi? Parce que je les ai tous sélectionnés, mais j'ai fait le clic droit sur celui qui contenait effectivement l'étalonnage. Bon, voilà en gros la manière de faire. C'est peut-être pas intuitif, mais ça fonctionne. Voilà en gros pour cette au moins première partie, pour voir un petit peu comment vous pouvez travailler sur les premiers pas du module étalonnage dans DaVinci.